Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Ahmet Elkanouz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes échevin des sports à Molenbeek. Hier, au conseil communal, c'était assez chahuté. On a parlé du RWDM. Ça ne s'est pas bien passé. Effectivement, donc, nous avions hier à l'ordre du jour une convention d'occupation tripartite qui devait passer. Tripartite, ça veut dire la commune, le RWDM, le White Star et le RWDM. Voilà, White Star qui occupe le Et donc, celle-ci, qui est en fait l'aboutissement de tout un processus, devait permettre, s'il y a une entente entre l'occupant principal et le demandeur, qui est le RWDM, qui est arrivé, il faut le rappeler quand même, très récemment avec une demande de réinstallation d'un club, devait s'entendre. Donc nous avons demandé à ce que, avec leurs avocats, ils se mettent autour de la table pour qu'ils puissent trouver un consensus et qu'ils puissent occuper, je dirais, en bonne intelligence le stade Mactens. C'est la volonté du collège, nous l'avons affirmé, nous avons mis tout en œuvre sur le plan juridique pour que ça se fasse. Qu'est-ce qui s'est passé hier au conseil communal? Mais hier, il y a eu malheureusement, comme il devient presque une tradition à Molenbeek, je dirais une prise de position pas très correcte de certains membres de l'opposition qui, à travers leur intervention, font croire que nous ne sommes pas un état de droit, mais que tout peut s'obtenir comme ça sur base d'une simple demande, alors que nous sommes ici avec le White Star dans un processus juridique qui aboutit, et je tiens ici à le préciser, nous sommes la seule commune du royaume avec un club d'élite à avoir une telle convention qui protège à 100% les intérêts du contribuable et de la commune de Molenbeek et qui donne aussi, je dirais, des droits à l'occupant qui est le White Star. On dit que ce projet de convention n'était pas signé. Ça veut dire que c'est le blocage des négociations? Absolument pas. Ce projet de convention prévoyait simplement qu'il y ait un minimum de garantie, d'abord pour la commune, parce que nous sommes quand même tenus de préserver l'intérêt général, mais aussi qu'on ne répète pas les erreurs du passé. Mais est-ce qu'elle était signée par les trois parties? Mais elle ne pouvait pas être signée parce que nous avons déjà une convention avec le White Star qui, elle, était coulée dans un cadre juridique strict. Et ici, celle-ci, elle devait aboutir, parce qu'ils se voient encore lundi pour finaliser leurs négociations. Et une fois que ces négociations aboutissent, il faut quand même rappeler qu'il y a des règles juridiques à respecter. Lorsque vous avez un occupant principal, nous ne pouvons pas comme ça, comme le proposait d'une manière très démagogique et populiste une certaine opposition, leur permettre d'accéder comme ça. C'est comme si vous étiez propriétaire d'un bien, vous mettez votre bien en location une première fois, et puis vous autorisez un deuxième locataire à venir sans qu'il y ait de discussion pour pouvoir qu'il y ait cohabitation. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la commune qui pilote les négociations? Parce que le White Star, lui, n'a aucun intérêt à partager. Il faut quand même remettre ça dans le cadre historique. Rappelez quand même que le White Star est arrivé quand le stade était déserté suite à la faillite du RWDM, enfin du FC Brussels. Et donc on avait absolument besoin d'un occupant pour que ce stade ne soit pas laissé à l'abandon. De plus, aujourd'hui, pourquoi est-ce que la commune n'est pas l'arbitre des négociations? Mais nous sommes les arbitres dans le sens où nous mettons tout en œuvre pour que les protagonistes se mettent autour de la table et trouvent un accord. Mais il est clair que nous ne pouvons pas, d'initiative, imposer un occupant à l'occupant principal. Je rappelle que le projet du RWDM est arrivé il y a quelques semaines seulement sur la table. Donc ce n'est pas un projet qui était en gestation depuis... Mais vous y croyez dans ce projet? Vous pensez qu'il est suffisamment solide? Vous avez eu des doutes à un moment? Mais écoutez, j'ai eu des doutes pour la première version, parce que la première version, on retrouvait le matricule du FC Bruxelles, qui est un matricule en faillite, qui, je le rappelle, est problématique par rapport à des subsides qui ont été octroyés, mais aussi une dette colossale de 3 600 000 € qui est due à toute une série d'instances fédérales, ONSS, etc. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que nous avons clairement communiqué sur la volonté du collège de pouvoir mettre tout en œuvre pour qu'il y ait une cohabitation. Mais ce qui est fondamental, c'est de rappeler qu'il y a un cadre légal et que nous ne sortirons pas de ce cadre légal. Ouais, Jamali Kasban du PS dit que cette convention, c'est un trompe-l'œil pour les sympathisants du RWDM. Et il tweet d'ailleurs, le White Star raquette le RWDM avec la complicité de la commune. Oui, M. Kasban, on le connaît. M. Kasban était échevin des sports pendant 2 législatures. Je pense que s'il aurait mis tout en œuvre pour faire en sorte que l'ancien occupant puisse respecter les règles, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ouais. Donc je suis en train, avec mes collègues, de réparer les erreurs du passé dont il est le seul responsable. Vous croyez encore à une possibilité d'accord pour la cohabitation des deux clubs? En tout cas, on le souhaite. Le collège s'est exprimé clairement. Et si nous avons gaspillé notre temps, notre énergie et mis à contribution des juristes pour pouvoir aboutir à un accord, c'est que nous y croyons réellement. Alors, autre gros dossier qui est passé au conseil communal cette fois-ci mercredi soir, c'est celui du budget de la commune, budget 2015. On était en retard et on propose aussi un plan triennal pour un retour à l'équilibre en 2017. Alors, une mesure qui touche directement les habitants, c'est l'augmentation des additionnels au précompte immobilier. Pourquoi ce choix? Mais vous savez, lorsque nous sommes dans la situation,
Je vais parvenir sur les détails de la situation financière de la commune de Molenbeek. Nous sommes dans une situation où nous avons dû faire appel à la tutelle pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement financier. Et donc, pour pouvoir s'en sortir, nous devons présenter un budget en équilibre, vous l'avez cité, en 2017, et pour ça, nous devons prendre une série de mesures. Alors, les mesures, elles ne sont pas... enfin, on ne peut pas, je dirais, imaginer des mesures qui apporteraient de l'argent d'une manière infinie. Nous travaillons sur les recettes et sur les dépenses. En termes de recettes, une des recettes qui a été, je dirais, identifiée avec, entre autres, la tutelle, c'est de pouvoir effectivement augmenter ces décimes additionnels. Mais ce qui est important, c'est que vos téléspectateurs sachent que nous préservons les monopropriétaires, parce que les monopropriétaires vont pouvoir bénéficier d'une prime. Donc c'est ceux qui habitent leur propre maison. Ceux qui habitent leur propre maison. Donc notre volonté, à travers ce budget 2015, c'est d'abord évidemment de faire en sorte que la commune ne sombre pas, parce que nous avons hérité d'une situation qui était quand même catastrophique, mais il était important aussi de préserver le service rendu au public et de préserver les citoyens. C'est pas compliqué ce système de primes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas simplement baissé l'impôt sur les personnes physiques? Plein d'autres communes l'ont fait. Mais écoutez, comme ça, de premier abord, ça paraît simple, mais vous savez, baisser l'impôt sur les personnes physiques, ça creuserait énormément le manque à gagner pour la commune. Nous avons fait des simulations et la formule qui a été, je dirais, retenue en concertation avec la tutelle, parce qu'il faut savoir que ce budget, nous l'avons réalisé avec l'aide de la tutelle et le gouvernement bruxellois qui l'a validé. Mais vous n'avez pas peur que cette prime, finalement, elle échappe à plein de personnes qui oublient de rentrer la demande lorsqu'ils ont reçu leur Non, parce qu'il y a une volonté du collège de vraiment communiquer sur cette prime. Donc nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte que tous les Molenbeekois soient informés de la possibilité d'obtention de cette prime, et c'est ça qui est important. Alors la justice s'intéresse à la comptabilité passée de Molenbeek, sur l'ancienne législature. Vous en étiez au CDH. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Écoutez, deux choses d'abord. Permettez-moi de ne pas me prononcer sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la justice. Il y a effectivement une information judiciaire. Je fais pleinement confiance à la justice, donc je ne vais pas me prononcer. Par contre, ce que moi je peux vous dire avec force, c'est qu'il y a eu des éléments qui sont parus dans la presse. Des informations qui ont été données. Par exemple, un courrier qui a été envoyé par la tutelle en 2011 annonçant, tirant la sonnette d'alarme, disant « Attention, vous êtes dans des dépassements inquiétants. Il y a un recrutement de personnel qui ne correspond pas réellement aux besoins nécessairement de la commune. Et vous allez grever votre budget. » Je peux vous affirmer ici, devant l'ensemble des téléspectateurs, que jamais les membres du collège, que ce soit le CDH, les gens du MR n'ont été informés de ce courrier. Il est arrivé effectivement chez le Mailleur et je crains malheureusement qu'il n'a pas diffusé aux membres du collège. Et donc si nous aurions été à ce moment-là informés de ce qui se passait, nous aurions pris les mesures qui s'imposaient. Vous êtes inquiet pour la suite parce que tous les membres du collège sont solidaires quand même des décisions de nous sommes effectivement solidaires, certes, mais j'ai toujours dit, je l'ai dit ici à votre collègue sur ce même plateau, je n'assumerai mes responsabilités que par rapport aux informations dont j'ai eu connaissance. Et ici, en l'occurrence, ces informations que nous, membres du collège, en tout cas certains, nous n'avions pas connaissance. Alors, polémique sur les attitudes des Belgo-Turcs lors du centenaire du génocide arménien. On a vu pas mal d'articles là-dessus. Vous aviez publié un événement sur Facebook intitulé « La Turquie mérite tout notre respect, qu'on les laisse tranquilles ». Pourquoi cette démarche? Écoutez, d'abord, je crois que j'ai soit été mal compris, soit que certains ont déformé mes propos ou peut-être mal interprété mes propos. Et là-dessus, je vais être très clair. À aucun moment, je n'ai remis en question le génocide arménien. Ce serait même, je considère ça comme une insulte par rapport à ma personne, de douter de ça. J'ai été très clair, j'ai signé un code de déontologie à mon parti, j'ai une attitude et je crois que mon engagement associatif... Alors pourquoi avoir mis cet événement sur Facebook et puis l'avoir retiré? Non, je l'ai retiré parce que malheureusement certains l'ont utilisé à des fins autres que celles de réellement m'interroger sur, ou plutôt cette demande de clarification par rapport à l'introduction. Donc j'ai clarifié ma position, je l'ai toujours dit, je reconnaissais le génocide arménien très clairement. Ce que je n'accepte pas, cette stigmatisation qui est faite par certains en utilisant ce problème qui est très sensible, cette situation qui est sensible, qui touche énormément de personnes, qui touche les descendants des Arméniens, qui touche énormément la communauté turque parce qu'elle se sent stigmatisée par rapport à des attaques. Et moi, je souhaiterais très clairement que d'abord qu'on mette tout en œuvre pour rapprocher les communautés, c'est ça qui est important pour nous, et surtout ici à Bruxelles, mais si vous permettez, qu'on arrête de stigmatiser la communauté turque, et c'est ça le sens de mon message. Est-ce qu'on ne peut pas simplement demander de dire les choses clairement? Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Maïni Rozdemir, députée bruxelloise, refuse de répondre aux questions? Mais d'abord, je pense qu'il y a... On l'a vu fuir la caméra derrière. Mais non, mais je répète, on assiste ici à un acharnement. On assiste ici à un acharnement que moi je ne peux pas accepter. Maïni Rozdemir a signé une charte qui correspond à la philosophie du parti. Je rappelle qu'on a un code de déontologie que nous avons tous signé, et moi je m'en tiens à cette charte, et tous les mandataires du CDH
adhère à cette charte. Et dans cette charte, il est repris toute une série de conditions qu'on doit respecter. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, les experts recevront Olivier Minguin et Ahmet Laouège. Je vous souhaite un bon week-end.